Merci à Voilà. vous. Euh, Je suis heureuse d'être avec vous. eh ben, c'est réciproque. Alors, peut-être pour commencer, traiter de l'antavirus, du cirque de Ah, oh là l'antavirus, là. et de savoir un petit peu ce que ça vous inspire, sachant que vous avez depuis le début été très critique à juste titre sur la gestion de la crise sanitaire du Covid. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Oh bah, l'antavirus? écoutez, naturellement, ça me rappelle quelque chose et ça me rappelle des heures et des jours à venir qui vont être terribles parce que c'est pas cousu de fil blanc, c'est même pas cousu de fil blanc, c'est nous emmener encore dans la peur, dans la peur. Moi, j'habite du côté de Rambouillet. Hier, j'étais à Paris et j'ai déjà vu des gens avec des masques. Non, mais enfin, franchement, mais c'est pas possible. Alors qu'il nous faut le même scénario que pour le Covid. Enfin, c'est pas, ils nous prennent pour des imbéciles totaux. Et vous savez, gouverner un pays par la peur, c'est un moyen très efficace, hein, très efficace pour tout obtenir. Et on l'a bien vu pour le Covid. On a été même jusqu'à signer. Moi-même, je l'ai fait. Je me demande encore comment j'ai pu faire. J'ai signé un papier m'autorisant à sortir de chez moi. Bon, enfin, C'est ça. franchement, non, mais c'est. Bon, alors, donc, si vous voulez, ce qu'il nous raconte là, moi, il y a beaucoup d'indices. D'abord, les scientifiques sérieux, et je citerai en particulier Alexandra Henriot-Code, Oui. même avant dès qu'on a eu l'information du bateau, nous a donné des éléments scientifiques qui montrent que c'est une affaire complètement montée. Et moi, j'ai tout à fait confiance en cette femme que je connais. Et il y a d'autres scientifiques, médecins, Oui. soignants, etc., qui sont sur la même longueur d'onde. Ça, c'est la première chose qui est une alerte. Maintenant, profonde, importante. Elle a du reste, elle en a subi les conséquences de tout ce qu'elle a dit lors du Covid. Hein. Tout à fait. Et elle continue, et je tiens à la saluer particulièrement. L'histoire du bateau, non mais enfin écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont, je ne sais pas combien, sur ce bateau, mais pas très nombreux. Ils sont une centaine, je crois, il me semble, 100 ou peut-être 200, j'en sais rien. Mais enfin, ils sont sur bateau. Il y a toutes les nationalités qui sont là-dessus, ou presque. Et il y en a 8 qui ont le syndrome de cet antavax, là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Antavirus. Antavirus. Oui, c'est mieux. Antavirus, antavax, ça ne va pas. Antavirus. Et ils sont là ensemble. Et au lieu de les garder, s'il y a un danger sur le bateau, ils envoient chacun rentrer chez lui. Non, mais ils nous prennent pour des zinzins. Hey. Alors je comprends et je compatis aux personnes qui étaient sur ce bateau et qui ont dû être rassurées de rentrer chacune dans les établissements médicaux de leur pays. Mais le risque, c'est-à-dire le bien commun de l'ensemble mondial concerné par ce virus, a été mis à mal. C'est-à-dire des millions de personnes, des milliards même de personnes. Non mais vraiment, et alors maintenant, ils font la chochotte, on va faire ceci, on va faire cela. Et on voit arriver les mêmes qu'on avait arrivés au moment du Covid, qui nous ont traités de tous les noms. Alors, franchement, je ne sais pas, je comprends peut-être trop bien, mais quelle est la motivation de ceux qui animent cette situation, ce regard sur ce danger, entre guillemets? Qu'est-ce qui les conduit? Qu'est-ce qui les motive? Si on raisonne de façon avec la raison et l'intelligence, on peut se dire que la seule chose qui véritablement les motive, c'est la diminution de la population mondiale. Or, d'autres scientifiques, et non liés au Covid, à l'antivirus, ils ne sont pas liés à ces deux objectifs, ont démontré que dans le siècle, dans 300 ans, la population mondiale serait inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de surpopulation.
Du reste, je n'avais personnellement pas besoin de cet élément. Je me souviens du professeur Lejeune avec lequel j'ai travaillé sur tous les sujets concernant la vie et la dignité humaine, et où à Oui, ce moment-là, donc il y a 30 ans, on parlait beaucoup de la surpopulation. C'était du reste la DMD, l'aide à mourir et tout ça, ils ont beaucoup surfé sur cette idée-là, me disaient, mais écoutez Christine, regardez la planète, oui. regardez tous les espaces vides. On a largement le quoi d'accueillir toute la vie. Et je suis absolument convaincue de ça. Il suffit de regarder une map monde et puis de regarder les lieux qui ne sont pas qui sont vides. Alors on me dit mais il fait chaud. Regardez comme Israël a su dans le désert tout cultiver. L'intelligence humaine est capable de tout et des belles choses. Donc moi je pense qu'on nous met en bateau. Moi je ne ferai pas partie des gens qui vont suivre ce que l'on dit aujourd'hui, ce que l'on nous dit. Vous vous rendez compte, on va faire encore, on va nous recommencer à nous donner les chiffres des morts, et on fait 2 conseils de surveillance, de comités de je ne sais pas quoi, de surveillance par jour. Tout ça pour entraîner. On a commencé par nous dire, c'est pas grave. Maintenant, ça commence à devenir sérieux. On dit, et puis il y a cette dame, cette pauvre femme française qui a été, qui a eu ce virus, et maintenant à la mort. J'ai entendu ça tout à l'heure. Hein. Enfin, on a dit qu'elle était vraiment dans une situation très, très grave. Donc moi, je demande aux Français de faire jouer leur capacité d'analyse. Là, on est. Et puis alors en plus, jusqu'à présent, je veux dire, effectivement, ils remettent tout en place. C'est le même scénario que pour le C'est Covid. ça. Alors, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois quand même. Enfin, c'est pas possible. Jamais. Enfin, moi, je suis atterrée. Je suis vraiment parce que en plus, ils osent ça, nous faire ça. Non, mais ils pourraient trouver un petit peu de fantaisie dans leur scénario, mais il n'y en a même pas. Oh non. Et les gens commencent à mettre des masques. Non, s'il vous plaît, Français, je vous en supplie, prenez un peu de recul, je vous le demande, hein, franchement. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme objectif derrière? Est-ce que c'est la promotion de l'OMS? Est-ce qu'il y a une volonté vraiment parce que l'idée de recommencer le Covid me paraît compromis parce que c'est un virus certes très létal, l'antavirus, mais c'est un virus qui est très peu contagieux. Donc de là à en faire une pandémie, il va falloir qu'il se lève tôt. Hein. Je pense que, je ne sais pas si c'est pour faire la promotion de l'OMS, le patron de l'OMS actuel, d'abord un certain nombre de responsables politiques mettent en doute l'efficacité de l'OMS, mais le président de l'OMS est capable de dire tout et son contraire. À un moment, il dit il n'y a pas de risque de surpopulation, après il y a un moment de surpopulation, puis on revient pas de surpopulation. Donc, bon, si vous voulez, pour moi, la parole du président de l'OMS n'a pas une très grande valeur. Par contre, je reste dans mon intime conviction, convaincue qu'il y a un gouvernement mondial, non visible, mais qui, en fait, dirige le monde. Oui. Et nous en subissons les conséquences. Et là, dans cette... et alors ça, pour moi, c'est le point final, c'est le point final du côté totalitaire du libéralisme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment, Jean-Frédéric Poisson, que je connais bien, vous savez, j'ai une amitié particulière pour lui, c'est un garçon d'exception, a sorti un livre qui s'appelle La dictature du bien. Je vous encourage, je ne sais pas si vous l'avez interrogé ou pas, mais je vous encourage à... Tout à fait, tout à fait. On a fait une interview de plateau avec Jean-Frédéric Poisson sur son dernier livre, tout à fait. Parce que franchement, ce livre est remarquable. Tout à fait, je l'ai lu. Quand on fait quand on voit très bien, tout se met en place. Et le libéralisme conduit au totalitarisme. Et nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes, surtout les personnes de sensibilité de droite, sont des personnes qui aiment la liberté. Et il y a une confusion entre le mot liberté et libéralisme. Et le libéralisme peut partir de bons sentiments, je crois que Tocqueville l'avait déjà pressenti, mais aboutit à un régime totalitaire.
Et nous en sommes là. Et aujourd'hui, le régime shadow cabinet, le shadow régime, là, pour moi, il est en train de mettre en place des intérêts financiers parce qu'il n'y a que l'argent qui est l'objectif de cet libéralisme totalitaire et pense qu'il y a des hommes inutiles et que ces gens-là, on peut leur faire des petites piqûres, quoi, voilà. Et puis, le reste, on va gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. On ne sait pas pourquoi, mais on va gagner de l'argent. Et l'homme, là-dedans, est en pertes et profits total. Voilà ce que je crains. J'espère vraiment me tromper, je vous le dis, Nicolas, mais c'est vraiment au fur et à mesure, et ce n'est pas le livre de Jean-Frédéric qui m'a convaincu, il m'a plutôt donné des éclairages. Mais ce n'est pas lui qui m'a convaincu de ce constat. Ce sont des faits, ça se met en place. Alors maintenant, bon, ils ont trouvé que ça avait pas mal marché avec le vaccin, eh bien, ça va continuer avec celui-là. Mais un jour, la vérité va éclater. Je le sais, je ne sais pas quand, ça je ne sais pas, mais la vérité va éclater. Et voilà, nous sommes sans doute devant des problèmes très importants dans notre pays. Simplement, cette France que j'aime tant et que je vois tellement décliner et qui a pourtant une mission particulière, voilà, tout est fait pour qu'elle n'en puisse plus. Et quand on voit toutes les nominations que M. Macron fait encore en ce moment, tout à fait, dans tous les sites importants, et qui nous cadenasse pour les années à venir, je vous le redis, pour moi, Monsieur Macron est diabolique. Voilà, je vous le confirme. Et ces 10 ans, moi je l'ai dit avant qu'il soit élu, oui, tout à fait. Depuis ces 10 ans, eh bien, je pense qu'un pacte est passé avec le diable. Et peut-être avec ce shadow cabinet, je ne sais pas. Avec ceux qui auraient porté au pouvoir Macron, donc une sorte de pacte, en effet, en tout cas avec ces hommes de l'ombre, et peut-être en effet un pacte diabolique, parce que on le voit, il ne lâche pas, et alors il bloque, il est en train de piéger, en effet, comme vous le dites, toutes les institutions. On a eu le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes avec Madame Montchalin, on a le Conseil d'État maintenant avec le préfet de région qui est un proche, et la Banque de France aussi, où en plus, eh bien, vous avez les précédents qui s'en vont avant l'heure pour permettre à Macron de nommer le successeur, en l'occurrence son secrétaire général de l'Élysée. C'est quand même incroyable. Et puis alors, c'est bien fait, hein, je veux dire, c'est bien fait. Ça, il est très habile, hein, et ça, c'est aussi un signe. Hein. Donc, voilà. Oui, l'habileté, la ruse. La ruse, oui, oui, mais on est en train de se faire piéger. Cela dit, peut-être que là aussi je me trompe, mais je vois aussi avec tristesse que les Français attendent l'élection présidentielle de 2027 comme vraiment une étape importante. Normalement, elle devrait l'être. Je ne crois pas qu'elle le soit vraiment. C'est pas là que ça, pour moi, c'est pas là que ça va se passer. Écoutez, on a l'impression que soit cette élection n'aura tout simplement pas lieu, soit elle sera escamotée comme celle de 2022. On n'avait déjà pas eu d'élection en 2022, hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez parlé uniquement Covid et guerre de la Russie en Ukraine, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Et la fois précédente, en 2017, on ne peut pas dire qu'il y avait eu un véritable débat non plus. Hein. Non, puisqu'on a tout tourné autour de François Fillon et de ses chemises, là. Non, mais tout ça, c'est les mêmes techniques, enfin. Et elles sont efficaces. Mais de tout ça, enfin bon, j'espère me tromper qu'il peut y avoir un coup de balai en 2027, mais je ne vois pas comment il peut être, honnêtement. Et même ceux qui s'imaginent que le RN va gagner, ou le LFI, c'est LFI qui mettrait peut-être véritablement, alors là, ce serait un coup de balai extrême. Mais bon, à ce moment-là, ça ne se passera pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas... Oh, c'est peu probable. Oui, c'est peu probable. Voilà, donc tout ça, il faut garder l'espérance. Moi, je suis une femme d'espérance.
vraiment, on ne va pas se laisser faire. Vous voyez, par exemple, vous disiez le préfet d'Île-de-France va être au cabinet de Macron, et celui qui est pressenti pour être à l'Île-de-France, préfet d'Île-de-France, c'est aussi un proche de Macron. Ah oui, tous. Mais vous vous rendez compte? Donc, en fait, toute l'administration et tous les postes clés de l'État vont être dans les bras, dans les mains des proches de Macron. Et s'ils sont proches de Macron, c'est pas pour des prunes. Voilà. Donc, regardons bien, ne nous désintéressons pas de l'élection présidentielle, parce que c'est une échéance importante et que nous avons le devoir de la regarder avec intérêt, et grand intérêt, et même à nous engager fortement dans l'échiquier politique. Mais je ne crois pas que ce soit cette échéance qui sauvera la France. Je ne crois pas. Ou alors, on va vers des violences très... Et ce qui était très curieux, cher Nicolas, Oui. ce qui est très curieux, c'est de voir que, et je peux le constater par des contacts avec des spaces, des machins, pas obligatoirement importants, mais voilà. Je constate que tous les Français, en tous les cas, c'est plutôt de ma sensibilité, la droite classique, voilà, modérée, eh bien, tous les Français sont conscients qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête. Ça va tellement mal qu'ils sont... Et ils sont inquiets, ils ont peur de ça aussi, ils le sentent, ils sont conscients de cela. Mais je vois que la seule réponse qui est donnée, c'est la violence. Et c'est aussi, peut-être que vous vouliez m'interroger sur la violence, mais la violence interpelle tout le monde aujourd'hui. On se dit, mais jusqu'où on va aller? Et la réponse populaire qui est donnée est une réponse par la violence. Ce n'est que la violence qui répond à la violence. Alors la violence, elle mène à la mort. Ce n'est pas la réponse. En fait, pour illustrer ce que je vais vous dire, ce que je viens de vous dire, je voudrais vous rappeler que ceux qui voient que la France décline, autrefois, enfin pas si longtemps que ça quand même, moi qui ai un grand âge maintenant, c'est pas si vieux, il y a une vingtaine d'années encore, nous parlions en France de fraternité entre nous. Oui. C'est la fraternité qui nous rassemblait. Nous étions différents, mais nous vivions ensemble. Eh bien, ce mot fraternité a disparu de notre vocabulaire pour être remplacé par le vivre ensemble. Oui, oui, voilà. Or, le vivre ensemble, c'est la preuve pratique concrète de nos divisions. Si l'on est obligé de dire que l'on fait du vivre ensemble, c'est parce qu'on est divisé. Et ce terme est horrible par rapport à la fraternité. Vous voyez? Et donc, moi, je souhaite que nous ayons un regard sur notre pays qui devienne fraternel, mais pas celui de la division et de la violence. Alors, bien sûr qu'il faut avoir de l'autorité, l'État n'en a plus. Mais du reste, je pense que c'est sa volonté de ficher le bazar, le bordel, ça fait partie de la stratégie. Mais si vous voulez, bien sûr qu'il faut de l'autorité. Mais que tout Français ait comme réponse aujourd'hui, eh bien, il faut répondre à la violence par la violence, eh bien là, je pense qu'on va vers la catastrophe absolue. Et qu'il revient à chacun de revoir la fraternité que nous connaissions et que nous vivions. Voilà. Mais alors, le vivre ensemble, c'est un vocabulaire et ce sont des formules tout droit sorties aussi des loges de francs-maçons, c'est bien connu. Hein. Ah bah oui, bon, écoutez, ça, on peut pas dire... oui, mais enfin, écoutez, je vais vous dire... Oui, alors moi, bien sûr, les francs-maçons, c'est effrayant. Et Macron leur a donné des gages, hein, franchement, qu'aucun président de la République ne leur avait donné. Mais je suis quand même assez surprise. Je le connais bien aussi, j'ai eu l'occasion de prendre des cafés avec lui. Le sénateur Spitzner, lui, il plaide pour le référendum au Sénat. Et il a obtenu, alors c'est un franc-maçon, il ne s'en cache pas, hein, bon. Eh bien, il a obtenu suffisamment de signatures pour obtenir un référendum à la suite du rejet du Sénat de l'article 2 sur l'assistance à l'euthanasie. Comment
comment il y a eu, alors bien sûr, pendant tout le temps qu'a perdu du reste M. Macron en faisant sa dissolution, qui a donné du temps à ce que certains s'engagent à éclairer les Français sur les véritables enjeux de cette loi et qui constatent qu'aujourd'hui, beaucoup moins de Français sont favorables et qui s'est traduit au Sénat par ce vote de rejet, deuxième fois, de l'article 2. Eh bien, comment se fait-il comment se fait-il que, vous voyez, dans la franc-maçonnerie, M. Spitzer ait pris cette orientation et obtenu les voix suffisantes. Il est certain que le référendum, du reste, Macron l'avait promis. Macron avait promis un texte sur un référendum sur la loi euthanasie, oui, parce qu'il voulait consulter le peuple. Il ne l'a jamais fait naturellement. Jamais. Jamais. Et maintenant, ce monsieur Spitzer, Francis Spitzer, que je salue, même si je ne suis pas du tout, je n'ai jamais été approché pendant ma carrière politique par la franc-maçonnerie, jamais. Oui, il se doutait qu'ils avaient assez peu de chances de vous enrôler. Mais il n'empêche qu'un homme est un homme. Tout le monde est capable de revenir sur ses engagements et d'être sur la bonne voie. En tous les cas, l'idée du référendum, elle est possible aujourd'hui. Et elle met donc, puisque maintenant le problème est de savoir qu'est-ce que va devenir cette loi. Là, ça y est, les soins palliatifs sont acquis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Encore faudra-t-il leur donner les moyens financiers pour cela. On nous accorde 10 milliards sur 5 ans. Je crois que c'est ça. Ou 10 millions, qu'est-ce que je raconte 10 millions. Alors, vous voyez, enfin bref, il faut donner les moyens aux soins palliatifs. Mais, attendez, pour le référendum, M. Macron est quand même là pris dans un espèce de piège. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'effectivement, normalement, il doit y avoir, si je me souviens bien des choses, soit le renvoi direct à l'Assemblée. Donc là, il peut se passer tout et n'importe quoi, quoique beaucoup plus de députés maintenant sont prêts à revenir sur leur vote antérieur parce qu'ils ont un peu plus compris quels étaient l'enjeu et que la population était de moins en moins favorable. Ou alors, il peut choisir le référendum. Mais ça, avec le référendum, on sait très bien, alors c'est peut-être une habileté des uns et des autres, on sait très bien qu'avec le référendum, le texte ne peut pas passer avant la présidentielle. Ah oui. Donc aujourd'hui, lui, il est pris, alors soit il donne la possibilité élégante d'aller vers le référendum et il dira on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu le faire. Je lui conseille de faire ça. Ou alors il fait passer le texte, et là, le texte sera voté, ou risque d'être voté, même bien qu'il y ait une augmentation forte de députés. Et là, on verra au grand jour, vraiment, qui est M. Macron. Vous voyez? C'est mon analyse à l'heure où je vous parle. Alors, de toute façon, Macron cherche à diviser les Français, donc même un référendum serait un moyen de diviser. Je pense que tout est... Et il est risqué, le référendum. Hein. Mais, alors ça... Enfin, moi, je pense qu'il est risqué. Hein, il est risqué parce que tout le monde, bien sûr, il y a une évolution de la réflexion profonde de la population, mais pas toute la population. Et ça va être un combat excessivement dur quand on parle de la vie et de la mort entre les Français. Vous vous rendez compte, mais ce sujet-là. Mais à mon avis, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il pourrait essayer, ce pourrait être un moyen pour lui de rester au centre de la vie politique française jusqu'au bout de son mandat. Ah oui, ça c'est sûr, mais je crois même qu'il n'aura pas le temps parce que c'est quand même long. Il faut, après, une fois que il y a suffisamment de signatures de parlementaires, parce que ça peut être députés et sénateurs, il les a déjà, je crois. Et bien, après, il faut que ça repasse par je ne sais pas quoi, mais il faut un certain nombre, il faut 500, je ne sais plus combien le nombre de signatures de citoyens qui confirment cette demande. Et puis, il y a trop de choses quand même en France qui se passent. Hein. Il y a leur histoire d'antivirus. Et puis, il y a surtout la situation de pauvreté de notre pays et des gens. Moi, vous savez, j'ai vu
récemment en faisant mes courses dans un grand magasin, enfin un grand commercial, quoi, un centre commercial, à la nourriture, une dame c'était au milieu du mois dernier, je suis tombée sur cette expérience. Cette dame devant moi, elle avait un peu de choses. C'est une femme de 40 ans, 45 ans, avec un jeune enfant. Et il lui restait 20 euros. Et elle avait prévu son panier. Et en fait, elle s'était trompée. Elle a été obligée d'enlever un produit. Elle a été obligée d'enlever un produit pour pouvoir payer. Bon, ça, c'était un cas que j'ai vu, mais quand on regarde et quand on écoute les gens, on s'aperçoit avec l'histoire de l'essence en plus. Comment voulez-vous, mais c'est horrible. Là c'est aussi une question de vie ou de mort, enfin. Je veux dire, ça, c'est un sujet important. Mais comment voulez-vous? Et quand on voit, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas entendu tous les deux, mais quand on voit toutes les tournicotis qu'a fait le Premier ministre avec Faure pour obtenir son budget. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Mais quelle honte! Alors maintenant, le PS est explosé avec Valo qui est parti. Bon, je dirais, c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a un moment, parce que tous les socialistes ne sont pas des idiots et des imbéciles. Enfin, ils ont aussi des choses à dire. Eh bien, je n'ai pas d'amitié particulière pour M. Valo, que je ne connais pas. Bon, enfin, qu'il y ait un problème à l'intérieur du parti et du groupe socialiste me semble évident, parce que là, franchement, c'est tellement énorme ce qu'il a fait, ce monsieur qui s'appelle comment? Le Cornu, le bien nommé. Le Premier ministre, oui, le Cornu. Le bien nommé. Non, mais écoutez, franchement, c'est pas possible, quoi. Non, voilà. Nous sommes effectivement dans une période absolument incroyable, et à mon avis, c'est pas fini. Hein. C'est pas du tout fini. Alors, on verra. Naturellement, je me réjouis comme femme, d'abord, qui porte la vie, d'abord. Eh bien, et comme catholique, bien sûr, je me réjouis que les soins palliatifs soient votés. Oui. Ça, c'est quand même une belle victoire. Voilà. C'est partie de la loi. Ouais. Partie de la loi. Mais alors, je peux, pour être totalement objective, je peux reconnaître que c'est M. Bayrou qui a eu l'idée de séparer soins palliatifs de l'euthanasie. Donc c'est une bonne chose parce que ça a permis de sauver les soins palliatifs. Mais d'un autre côté, la loi, c'est la loi Falorni qui est de son mouvement moderne. Ça, c'est vraiment le centrisme dans toute sa splendeur. Vous voyez Oui, bien sûr. Mais de toute façon, le gouvernement peut imposer la loi sur l'euthanasie au travers de l'Assemblée nationale. Mais je ne suis pas certaine parce que peut-être, oui, il y a de grandes chances, c'est le plus grand danger, ça c'est clair. Ça, je n'ai pas le décompte et maintenant je ne suis plus à l'Assemblée, donc je ne peux pas savoir exactement, mais je sais qu'il y a un certain nombre de députés qui ont voté pour la dernière fois et qui, cette fois-ci, en dernier recours, si vous voulez, ne veulent pas voter pour cette loi. Ils s'abstiendront davantage, ou même voteront contre, certains d'entre eux. Parce que, effectivement, ça apparaît. Et puis, alors, on a aussi l'exemple des pays étrangers. Regardez l'Angleterre. L'Angleterre, non, mais c'est... Et vous avez vu qu'il y avait une tribune des lords anglais qui nous a dit, si vous n'êtes capable de le faire, vous êtes capable aussi de le faire en France. C'est-à-dire, ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Alors, bon, on a quand même des exemples. Et ceux qui ont voté cette loi épouvantable ont déjà un petit peu d'expérience. Et on s'aperçoit que tous ces pays qui ont voté la loi de donner la mort, parce que c'est de tuer, enfin l'autorisation de tuer, parce qu'il faut appeler les chats par des chats. Eh bien, c'est une autorisation de tuer. Tous ces pays-là n'ont eu que des dérapages. Que des dérapages. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes de 15 ans qui demandent l'euthanasie à un moment de l'adolescence. Il y a parfois, souvent, des crises d'angoisse, je ne sais pas quoi.
Eh bien, paf, on leur donne. Et regardez l'exemple d'Espagnol. Non, mais l'exemple de cette petite Louise, je crois qu'elle s'appelait, je ne sais plus, je crois que c'est Louise, je ne sais plus. Mais vous vous souvenez, qui avait eu un accident, qui avait été violée, etc., qui avait fait une tentative de suicide, etc., et qui, dans ce moment de crise, de drame, d'angoisse, a demandé l'euthanasie. Puis elle est revenue en arrière. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu et on l'a euthanasiée. Alors qu'elle voulait demander un délai supplémentaire pour réfléchir. Mais voilà, c'est ça la loi sur l'euthanasie. C'est-à-dire que, et quand on voit que pour acheter une machine à laver, on a 15 jours pour se rétracter, et pour revenir sur sa décision en France sur le texte quel qu'il est, c'est 48 heures. On a 48 heures et on n'a même pas le droit d'en parler à sa famille. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Mais alors là, vraiment, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. Donc, on verra. Moi, je pense que nous sommes devant des problèmes très graves. J'espère que ce vote à l'Assemblée nationale sera contre, parce que s'il y a ce vote contre, cela évitera vraiment de très grandes souffrances à la France. Et c'est quand nous aurons, et j'espère que ce n'est pas nécessaire, ces grandes souffrances, pour essayer de retrouver la vérité. J'espère que l'Assemblée nationale votera contre ce texte, car elle donnera un temps de répit à la France. Sinon, je vous le dis, on ira vers des souffrances épouvantables de tout niveau dans notre pays. Et à ce moment-là, nous nous mettrons à genoux pour demander la vérité. Voilà. J'espère que nous allons avoir suffisamment de raisonnement, de sagesse pour éviter de passer par cette case épouvantable. Et que les Français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ressentent venir, qu'ils croient en Dieu ou qu'ils n'y croient pas. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour de nous. Voilà. Et la France, je le rappelle, pour moi qui suis catholique, est la fille aînée de l'Église, et elle a un chemin à tenir. Ce qui me permet de vous dire que j'aime Léon XIV. Voilà. Un peu plus que le pape François, semble-t-il. Oui, voilà. Remarquez, vous savez, il est important d'être dérangé. Et il m'a dérangé, cet homme. Et il m'a obligé de réfléchir et de conforter mes positions ou de les amodier. Voilà, dans la vie, il faut être dérangé. Faut pas, parce qu'on a toujours tendance à se refermer sur son quant à soi, sur ce que l'on pense, ça c'est le bien. Peut-être que c'est bien d'être dérangé de temps en temps. Donc, après qu'il m'ait beaucoup dérangé, je me dis, Père François, il était nécessaire qu'il passe là. Mais maintenant, là, on en a un ça va aller bien. Ça va être difficile aussi. Est-ce que les vitraux de Notre-Dame, les nouveaux vitraux de Claire Tabouret, est-ce qu'ils vous dérangent? Ou voire plus? C'était certain qu'avec vous, vous alliez me poser toutes les questions, ou j'allais vous répondre à toutes les questions abominables de notre pays actuellement. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas déçue. Alors, écoutez, les vitraux de Notre-Dame. Alors, je dois vous dire, je ne suis pas allée à Notre-Dame encore. Oui, depuis la réouverture. Depuis la réouverture, je n'ai pas eu l'occasion, et comme il y a la queue et tout, moi je suis une femme âgée, ça me fatigue, et voilà. Donc je vois alors cette décision qui a été prise de ces vitraux, mais pourquoi est-ce qu'on les change? Je n'ai pas compris. Alors d'abord, ça fait partie, si j'ai bien compris, ces vitraux font partie d'un ensemble de trois parties, et celle qui va être supprimée, qui va être changé, a un sens pour l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de détruire? Ces magnifiques vitraux. Alors, moi, je les trouve beaux. Maintenant, je ne suis pas toute seule à les trouver beaux. L'administration française qui s'occupe des monuments historiques a même fait appel à un référé pour qu'on revienne sur cette décision. Oui. Rien à faire. On continue, les gens sont là, les ouvriers sont là pour exécuter ce mauvais ordre. Je pensais à eux, je me disais, tout de même, ce sont des spécialistes de vitraux
qui sont donc baignés dans leur formation par le vitrail religieux, parce qu'en général, il y a des vitraux ailleurs, dans d'autres maisons. Moi, j'en ai un petit, la Sainte Vierge, mais je veux dire, il y a peu de vitraux civils. Et la majorité des gens spécialistes des vitraux sont dans la culture religieuse. Donc, je pensais à eux, je me dis, mais les pauvres, ils sont obligés de passer au-delà. Enfin, je pense que peut-être même certains ont refusé, je ne sais pas. Et alors, en plus, ces vitraux ne sont pas des vitraux, c'est de cette dame. Eh bien, c'est une amie de Madame Macron ou de Monsieur Macron. Oui, oui. C'était très proche, naturellement. Il existe dans Notre-Dame des endroits libres où on aurait pu mettre, si vraiment il fallait me les mettre, qui ne détérioreraient pas l'unité de ces trois passages, ces trois espaces, et on pouvait les mettre très bien. Mais naturellement, ça n'allait pas, parce que ceux qui sont choisis, c'est naturellement des vitraux qu'on voit beaucoup. Ceux-là, ils étaient peut-être un peu moins visibles. Mais pour l'instant, les vitraux vont être mis. Et alors pour moi aussi, alors j'ai entendu, je ne peux pas juger, mais j'enregistre. On dit des choses terribles sur cette dame peintre, parce que c'est pas comment ça s'appelle, un verrier. C'est pas un verrier, c'est un peintre. Tout à fait. Elle fait des peintures modernes, et dans lesquelles certains ont reconnu des visages, comme Manson, je ne connais plus bien. Charles Manson, le criminel, oui, j'en ai parlé hier dans justement l'actualité de 12h30. Charles Manson, le criminel de la fin des années 60, la famille Manson, en effet, à Los Angeles. Ouais. Et j'ai vu, alors merci, vous savez, moi je n'ai pas beaucoup la mémoire des noms, il faut me pardonner ça. Mais bon, Monsieur Manson. Et puis à ce moment-là, dans les années 60, moi je mettais mes enfants au monde, donc j'étais pas en politique, je ne sais pas de politique, etc. Bon. Mais bon, j'ai quand même entendu parler de cette horreur. Et alors j'ai vu effectivement les peintures de cette dame, et qui a mis à côté une photo de Monsieur Manson. Mais c'est effectivement assez éclairant. Hein. Oui. Donc là aussi, il y a enfin pour moi, alors on va dire que je suis obsédé, mais écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Il y a aussi dans les comportements de ce monsieur Manson et de sa femme, il a tué sa femme, non, il n'a pas tué sa femme. Non, il n'a pas tué sa femme, il a tué Sharon Tate, l'actrice voilà, il a fait tuer 7 ou 8 personnes par la secte qu'il dirigeait. Voilà. Bon, voilà. Donc, merci de me rafraîchir la mémoire. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis peut-être obsédée. Je sais pas. Non, je ne suis pas obsédée. Je ne suis pas obsédée. Je constate qu'il y a là une traduction diabolique vers la mort par ces peintures que l'on veut mettre absolument à Notre-Dame. Et je ne comprends pas, je vous le dis très clairement, je ne comprends pas que Monseigneur Ulrich l'ait accepté. Bah oui. Déjà, comment il a pu accepter les costumes qu'on lui fait porter quand c'est les grandes fêtes? On a l'impression de clown. Franchement, mais quelle insulte au sacré. Mais comment il a pu l'accepter? Alors, je sais pas, il a dû avoir des pressions importantes, mais vraiment que ces peintures, et vous me confirmez, vous me confirmez totalement les choses, sont inacceptables dans un lieu sacré, historique, catholique. Ça, vraiment pour moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est là aussi où les gens sont complètement désabusés. Même ceux qui arrivent à vivre aujourd'hui baissent les bras. Et il ne faut pas baisser les bras. Moi, je vous le dis, il faut tout le monde. On en parle à sa grand-mère, si on en a une. Moi, j'en suis une. Je suis même arrière-grand-mère. Mais il faut en parler aux vieux, il faut en parler aux jeunes, il faut en parler à son milieu professionnel, il faut en parler. Même si on a peur d'être catalogué, je ne sais quoi, tout ça. Comment dire, comment on dit
les droitards, là, comment on les appelle comment on les appelle les droitards? Vous savez ça, le nom m'échappe. Mais si, Je mais sais si. pas. Mais si, l'ultra-droite, comment on dit l'ultra-droite? L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite, voilà. Même si mais ça n'a aucune importance. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Hein. Je suis une femme de droite. Oui, je suis une femme de droite, ça c'est clair. Mais je ne suis pas une femme d'extrême droite. Mais il n'empêche que quand on voit les choses, on ne peut pas ne pas les dire. C'est pas possible. Mais merci de me donner la possibilité de le dire. Moi, je suis une vieille femme maintenant. Bon, je suis peut-être plus libre que d'autres parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse, moi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? Je vois tout le monde mourir à côté de moi, autour de moi. Mais j'ai un arrière-petit-fils, donc la vie est là. Tout est bon. Donc la vie est là. Très très bien. Christine, on avait 45 minutes, on a passé presque 1 heure ensemble, mais il y a eu le problème technique. C'est pas grave du tout, mais c'est vrai qu'on est un peu en retard et nous avons des invités qui attendent maintenant. Non. Je vous en prie, la prochaine fois, on vérifiera que vous avez bien reçu le lien, ça sera plus simple. Voilà, tout simplement. Un grand merci pour le naturel de vos réponses, de vos réactions. Vous ne calculez pas et ça se voit. Et c'est important, justement, dans les médias de réinformation, dans les médias alternatifs, que d'avoir des personnalités vraies telles que vous dans nos émissions. Je vais vous dire un mot. Je n'accepte pas la censure qui est faite sur tous ces réseaux. Ça aussi, nous l'avons dit en disant pour protéger nos enfants. C'est faux, parce que le seul lieu de liberté aujourd'hui, ce sont vous. Ce sont vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous, chère Christine Boutin. Merci beaucoup. Passez une excellente journée et j'espère à bientôt sur GPTV. À bientôt. Au revoir.